Bonjour à tous. Merci d'être nombreux ce matin à participer à ce troisième webinaire donc organisé par le MEDEF 31. Je voudrais tout d'abord remercier ABAC qui nous accueille dans ses studios pour ce séminaire. Je me présente en quelques mots, je suis Bruno Blanc-Fontenille, animateur de la commission stratégie et finances du MEDEF 31 et par ailleurs président du groupe IRCAM qui intervient pour sécuriser et optimiser la trésorerie client, le poste client, en d'autres termes, s'assurer que vos clients payent à temps. Crucial en ce moment. Aujourd'hui, ce webinaire, donc qui est le troisième, aura une dimension plus économique et financière. Il a été préparé par les membres de la commission stratégie et financement donc du MEDEF 31, que je remercie ici pour cette préparation. Mais auparavant, je vais laisser quelques instants la parole à Sébastien Vignette, délégué général du MEDEF 31. Oui, bonjour à tous. Merci Bruno. Quelques mots d'accueil. Moi, je suis toujours aussi heureux de vous accueillir pour ce dernier numéro finalement avant l'été d'une série de 3 webinaires qu'on a voulu très opérationnels pour accompagner les entreprises dans cette période si particulière, disons-le. Vous êtes chaque fois plus nombreux et on vous en remercie. L'occasion pour moi d'un double remerciement, effectivement. Le premier adressé à nos experts et à nos commissions, en l'occurrence aujourd'hui la commission stratégie et financement, où les mots sont importants, réunis autour de Bruno Blanc-Fontenille, mais aussi nos invités. Je vois Stéphane Latouche, Anne-Cécile Brigaud que j'ai plaisir à saluer, et puis aussi des remerciements appuyés à Stéphane Abac et ses équipes, à Stéphane Gambier, pardon, lapsus vraiment révélateur, et les équipes d'Abac que je tenais particulièrement à remercier. Ils ont su, je crois, démontrer eux aussi leur capacité d'adaptation et leur capacité à accompagner différemment les entreprises dans cette période particulière. Bon, sur cette question de financement, elle est essentielle. On a fait 2 webinaires autour des questions sociales, juridiques, sanitaires. Il nous paraissait impensable de se quitter avant l'été sans évoquer ces questions de financement. La crise a d'abord été une crise de trésorerie et je vous rappellerai pas tout ce que le MEDEF porte de manière générale, mais très rapidement, les reports et les exonérations de charges, l'amélioration du fonds de solidarité, la médiation du crédit, vous en parlerez peut-être, mais je dis un mot aussi du crédit interentreprise, qui est un combat pour nous essentiel. Qu'on martèle et qu'on rappelle, effectivement, il faut jouer le jeu, surtout quand sont mises en place des solutions telles que celles que vous allez évoquer. Sur les PGE, c'est évidemment une solution qu'on porte et qu'on continue de porter, mais aussi pour l'améliorer. Dans un premier temps, le combat, c'était de faciliter l'accès au PGE. On est intervenu pour augmenter la garantie de l'État, pour ne soit pas exclu des entreprises en exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement, par exemple. Je ne reviendrai pas là aussi sur toutes les mesures qu'on a portées. Aujourd'hui, le combat change un peu. La crise dans laquelle on rentre est une crise de longue durée. Et je ne doute pas que vous abordiez ces questions, mais sachez que le MEDEF, tant au niveau local que national, est très présent sur ces questions de PGE, notamment d'allongement du différé ou de la durée de remboursement, et aussi de réflexion sur la transformation en quasi-fonds propres, puisque c'est le combat d'ores et déjà d'aujourd'hui. Voilà, j'en dirai pas plus. Je sais que vous allez aborder toutes ces questions et que les échanges seront fructueux. Encore une fois, merci de vous prêter au jeu dans l'intérêt même de nos adhérents et des entreprises du territoire. Merci Sébastien. Donc effectivement, nous n'allons pas revenir, sauf s'il y a des questions sur tout ce qui a déjà été mis en place dans l'urgence. Par contre, revenir sur les conséquences, et je vois d'ailleurs certaines questions déjà apparaître autour du PGE. Si on écoute les médias ces derniers temps, il semble que le rebond, en tout cas pour certains secteurs d'activité, soit plus fort que qu'on aurait pu attendre.
avec malgré tout beaucoup d'incertitudes. On parle beaucoup d'une deuxième vague du Covid. L'endettement, on va y revenir avec ces PGE. C'est pourquoi nous avons souhaité axer ce webinaire, autour du rebond. Comment l'accélérer, avec quels outils, quel financement. Donc nous allons nous projeter plutôt dans cette deuxième phase de la crise, en faisant le point sur les perspectives et les moyens qui peuvent être mis à disposition des chefs d'entreprise, et puis, si possible, illustrés par des exemples qui montrent que, au-delà de la résilience, le rebond est possible. Donc, si possible, une petite note d'optimisme. Pour cela, je pense que les différents intervenants vont insister là-dessus. La volonté du dirigeant, son envie d'aller de l'avant, sa capacité à définir, voire à redéfinir une stratégie claire, sans hésiter à se faire accompagner, sont des conditions incontournables. Donc, pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir 5 intervenants. Stéphane Latouche, directeur régional Occitanie de la Banque de France. Xavier Pache, directeur de l'agence entreprise CIC Toulouse. Anne-Cécile Brigot-Abadi, directrice régionale Toulouse de la BPI, accompagnée de Mathieu Isola, BPI, responsable régional de l'accompagnement. Ils interviendront à distance. Et François Bourcoing, directeur associé KPMG. Quelques mots sur le déroulement. Donc, chacun des intervenants va prendre la parole pendant quelques minutes, 7 à 8 minutes. À la suite de chaque intervention, nous laisserons un peu de temps pour que vous puissiez réagir immédiatement sur la présentation. Et puis, les autres intervenants pourront aussi réagir de façon à rendre le débat plus vivant. Nous aurons aussi à la fin des interventions à peu près une demi-heure qui sera réservée aux questions qui n'auront pas pu être traitées au fur et à mesure ou des questions plus larges. Et si nous avons un peu de temps, nous pourrons donner la parole à ceux qui pourraient le souhaiter. Donc, vous avez dû le voir, vous pouvez poser vos questions par le biais du chat qui apparaît sur votre écran. Je vois que certains l'ont déjà utilisé. Enfin, certains slides pourront vous être présentés, pas tous. Les slides plus complets vous seront envoyés à tous les participants. Nous commençons sans tarder. Je vais d'abord laisser la parole à Stéphane Latouche. Stéphane, vous allez nous livrer quelques perspectives, projections telles qu'on peut les connaître aujourd'hui. Nous donner quelques mots sur les outils de financement de ce rebond. Et puis, sujet, on va y revenir en permanence, qui va prendre le devant de la scène, les réflexions en cours face à cette question de l'endettement. Beaucoup, Bruno. Effectivement, quelques mots sur la crise et sur où nous en sommes. En résumé, pour dire les choses rapidement, c'est un choc sans précédent, inconnu dans la période contemporaine, qui touche à la fois l'offre et la demande, et c'est véritablement un choc extrêmement brutal. On en a connu d'autres, des chocs, mais là, par son ampleur, manifestement, on est quelque chose sur de plus important. Pour autant, on a des atouts importants et je voudrais rapidement revenir dessus. Je pense que Xavier me contredira pas, si autant en 2008-2009 les banques pouvaient faire partie du problème et de la crise, aujourd'hui elles font clairement partie de la solution et je pense qu'on le dira à plusieurs reprises avec le PGE. Le deuxième point qui est important à souligner, c'est qu'il y a aujourd'hui un assez large consensus sur les politiques économiques à mettre en place en réponse à cette crise et c'est probablement ce qui explique, c'est la seule des rares planches que je présenterai, une des raisons qui explique que le retour à la normale se fait plutôt plus vite que nous l'imaginions. Nous avons publié cette semaine notre dernière enquête de conjoncture nationale et vous avez là sur ce graphique la perte d'activité par rapport à ce qu'on pourrait appeler une semaine normale. Vous voyez le retour à la normale est tout de même très rapide après le choc violent de mars et avril. Et pour dire les choses clairement, c'est vrai que sur le mois de juin, sur la pente que nous imaginions au pire de la crise, nous prévoyions ce moins 9 plutôt sur l'horizon septembre-octobre et on voit que le redémarrage se fait très vite. Alors, cela étant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des différences sectorielles qui sont tout de même très importantes et évidemment en Toulouse on en sait quelque chose puisque très clairement l'industrie aéronautique est aujourd'hui celle qui
est le plus en retrait de toutes les grandes activités économiques et plus encore de l'industrie. Voilà, je crois que je vais pas insister plus pour laisser le temps et je vais passer sur quelques diapos. Je veux juste dire peut-être un mot sur l'Occitanie. Alors, on va oublier les graphiques parce que je pense que c'est très dur à lire. Vous aurez tout ça mardi. C'est mardi que nous publions notre enquête de conjoncture, mais il est certain que l'Occitanie est clairement, du fait de sa spécialisation sectorielle, probablement la région française la plus impactée par la crise. Et ça, mois après mois, nous en avons confirmation. Nous avons 83% des chefs d'entreprise qui, au niveau national, nous disent pour l'industrie qu'ils ont retrouvé une activité normale. Ça n'est que 80% en région Occitanie. Dans les services marchands, c'est 85 au niveau national contre 80 en régional. Donc, on voit bien que l'industrie aéronautique envoie des signaux assez négatifs. Et pour rien cacher, c'est un peu la mauvaise surprise de notre dernière enquête de conjoncture qui sortira mardi, c'est que même la filière aéronautique a vu sa production diminuer au mois de juin par rapport au mois de mai. On ne s'inscrit vraiment pas sur le chemin de la reprise, mais on est sur un palier avec une filière qui tourne à environ entre 30 et 40% en dessous de la normale. Que nous réserve le reste de l'année? Voilà le scénario central qui dicte notre analyse à Banque de France. Un choc extrêmement violent en 2020, autour de moins 10% du PIB. Mais en revanche, et c'est la bonne surprise de ces enquêtes, comme je vous le disais, une reprise assez rapide. Nous prévoyons dès l'année prochaine une reprise à plus 7%, puis plus 4% sur 2022. Et au final, ce serait que dans le deuxième semestre 22, comme vous le voyez sur ce graphique, que la France, retrouverait son niveau d'activité d'avant-crise. Je me livrerai pas à ce même exercice pour la région, compte tenu des incertitudes extrêmement fortes qui entourent la prévision économique. Alors, pour parler un peu de financement du sujet qui nous intéresse, rappelez qu'on a 3 temps dans cette crise. On a eu le premier temps qui est l'urgence, celui où ont été mis en place ces fameux PGE, ces plans, ces prêts garantis par l'État. Alors juste rappeler deux chiffres au niveau national, c'est un peu plus de 100 milliards d'euros et 500 000 entreprises. Ça veut dire que c'est une entreprise sur 10 qui a demandé un PGE. 10% des entreprises et à 90%, ce sont des TPE, des très petites entreprises. Et il faut quand même souligner la très forte réactivité du monde bancaire qui a répondu rapidement. Deuxième étape de notre crise, c'est celle où nous sommes, c'est celle de la reprise. Et je vous l'ai dit en quelques mots, cette reprise est plutôt plus rapide que nous l'attendions, mais c'est ce que nous écrivons dans ce slide, il y aura, on le sait, des restructurations qui seront à mettre en place. Troisième temps, c'est celui qui va probablement apparaître d'ici la fin de l'année, c'est le rebond. Et là, je voudrais insister sur 2-3 points sur les conditions de rebond. On en parle beaucoup, il y a d'abord l'épargne des ménages, mais je vais passer très vite. Il y a 100 milliards d'euros d'épargne que les ménages français vont avoir épargné au cours de l'année. Une des clés de ce rebond, c'est bien évidemment d'arriver à mobiliser ces 100 milliards et si possible d'en diriger non seulement une partie vers le commerce, mais également peut-être vers les entreprises. Et puis, je vais m'attarder un petit peu sur la solvabilité des entreprises, puisque bien évidemment, c'est un élément clé de cette reprise. L'endettement des entreprises a progressé de 10% en global, mais j'insiste, c'est une situation qui est extrêmement variable, puisque seulement 10% des entreprises ont eu recours au PGE. Mais enfin, ce que nous constatons, c'est que c'est vrai, il y a une masse d'endettement très importante dont se sont chargées les entreprises. En face, on peut s'attendre dans un contexte de crise avérée à ce que les banques resserrent leur politique de gestion de risque. Et là, c'est peut-être le représentant du superviseur des banques qui parle. Je pense même que c'est souhaitable. Voilà, nous sortons d'une période où
sans faire de mauvais procès, la stratégie d'un certain nombre d'établissements a été plus guidée par la part de marché que par la gestion du risque, et on peut penser qu'aujourd'hui, l'équilibre revienne sur une nécessaire resserrement de la gestion du risque. Donc l'accès au crédit que les entreprises en ont largement bénéficié pourrait être un peu plus durci. Et donc c'est vrai que l'inquiétude, pour parler clairement, je pense que les autres personnes le diront, peut-être pas tant cette année et plutôt l'année prochaine, avec des bilans qui vont révéler des chutes d'activité, des chutes de profitabilité, une charge en endettement plus élevée, et en face, des établissements de crédit, et j'insiste, c'est quand même souhaitable, qui vont avoir un pilotage du risque probablement plus resserré. Donc la clé, on le sait, c'est les fonds propres. Nous estimons à la Banque de France, nous avons publié ça hier soir, les besoins du système de l'entreprise France en fonds propres à environ 80 milliards d'euros. Le besoin de financement qui est devant nous, dont environ une cinquantaine en fonds propres. Donc là, tout le sujet, et je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées, c'est comment transformer probablement une partie de cette dette en fonds propres. Alors, il y a des travaux qui sont menés en centrale du côté de Bercy et des travaux qui sont menés localement. Nous, Banque centrale et superviseurs, nous avons un seul message à passer sur cette transformation des fonds propres, c'est sur le besoin de sélectivité. Ça ne peut pas être, comme l'a été peut-être le PGE, un guichet très largement ouvert. Il y a besoin de bien s'assurer que l'entreprise que l'on va renforcer en fonds propres est en capacité de traverser la crise de façon efficace, mais je pense que nos collègues y reviendront. Troisième clé, c'est évidemment de conserver également la confiance sur la dette publique. Je passe très vite, mais vous le savez que nous avons une dette qui va aller vers les 120% de PIB. C'est un niveau exceptionnellement élevé. Et je veux être très clair parce que nous entendons des choses parfois très surprenantes. Cette dette, elle devra être payée. C'est le représentant de la Banque centrale qui vous le dit. Il n'y a pas de solution de write-off, d'effacement d'une dette auprès de la Banque centrale parce que si on est face à l'actif, il faudra renflouer le passif et au final, c'est un jeu à somme nulle. Et comment peut-on effacer de la dette et après revenir vers les marchés pour se refinancer? Ça sera quand même très compliqué. Je veux juste dire un mot sur la Banque de France pour conclure mon propos, pour vous dire que la médiation du crédit a été un guichet très sollicité, mais finalement très peu parce que les banques, encore une fois, ont vraiment répondu présent sur ce PGE. Je veux dire un mot sur la cotation. Dans ce contexte d'extrême incertitude, nous avons pris la décision de suspendre les dégradations de cotation, mais nous reprendrons en septembre. Alors, je ne suis pas en train d'annoncer qu'on va dégrader de façon systématique, bien évidemment, d'autant qu'on reçoit des bilans qui sont plutôt bons, des bilans sur 2019, mais c'est vrai qu'on a une couche qualitative à intégrer, qui est le fait de la crise, et donc nous allons reprendre en septembre. En revanche, et là je profite de cette tribune qui m'est donnée, nous allons contacter systématiquement toutes les entreprises que nous notons. Nous avons adressé un questionnaire à ces entreprises et je ne peux qu'encourager chacune à bien répondre aux questions posées parce que ça sera un élément essentiel dans notre appréciation du risque. Voilà, je vais peut-être en rester là et plutôt répondre aux questions sinon. Merci Stéphane. Effectivement, les courriers sur la cotation sont arrivés. Le questionnaire, je confirme. Peut-être, alors les questions qui sont là tournent autour du PGE, donc je pense qu'on va laisser chacun s'exprimer, puis on y reviendra à la fin. Peut-être juste une question, est-ce qu'on a des explications sur cette reprise ou ce rebond qui semble donc plus important que ce qu'on pouvait attendre? Je crois que les chefs d'entreprise sont l'arme au pied, mais je préfère que ce soit eux qui répondent à cela. Ce que l'on constate souvent, c'est juste un mot. Pourquoi la France a fait du moins 10 quand nos voisins sont plutôt à moins 5 et moins 6? Nous avons un confinement plus dur et un cadre de confinement. On sait le talent français pour produire de la norme. Donc nous avons eu un cadre de confinement et un cadre de confinement, déconfinement plus réglementé. Aujourd'hui, on est en train d'en sortir et on voit que les entreprises sont l'arme au pied et très clairement prêtes à repartir. Et du côté des ménages, c'est vrai qu'on a plutôt de très bons signaux sur la reprise de la consommation. Très bien.
Je propose de donner la parole à Xavier Pache. Justement, ce sera intéressant que vous nous donniez un petit peu le retour que vous avez du terrain et donc des chefs d'entreprise, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de donner quelques éléments sur peut-être des idées, sur des réussites ou des rebonds qui se passent bien. Donc certainement, vous avez sur cette vision du terrain quelques conseils à nous donner et puis effectivement les visions, réflexions autour du PGE et des conséquences. Bonjour à toutes. Alors effectivement, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, les banques ont été ultra mobilisées dans le cadre de cette distribution du PGE. Alors quand je dis ultra mobilisées, c'est tant sur la partie instruction des dossiers, mais aussi sur la partie déblocage, qui fait que, faut bien comprendre, c'est que toutes les banques ont mobilisé l'intégralité de leurs forces sur ce dispositif pour venir en aide aux entreprises de manière rapide et efficace. Alors, ce qui a été finalement un tournant pour nous, parce que nous, on est terrain, on est des banquiers qui sommes au contact de nos clients, et pendant près de 8 semaines, on a tourné autour d'un seul sujet, ça a été le PGE, avec finalement très peu de contacts avec nos clients, hormis les sujets sur le pourquoi du PGE, comment je le monte et comment il va être mis en place. Donc finalement, ce qui a été un acte révélateur pour nous, ça a été le déconfinement, parce qu'on savait pas trop dans quelle situation on allait retrouver l'ensemble des sociétés, sachant que toutes n'avaient pas eu recours au PGE, comme l'a dit Stéphane, c'est 10% environ. Et dans ces 10%, on a eu plusieurs cas de figure. Il y a eu celles qui ont eu de suite un besoin vraiment immédiat de trésorerie parce qu'il y a eu une rupture de chaîne qui a été marquée. Il y a celles qui ont plus été dans l'anticipation du sujet, en se disant peut-être demain je vais en avoir besoin. Je préfère essayer d'anticiper la chose et ne pas me retrouver finalement au pied du mur de manière brutale. Et puis après, il y a celles qui ont été plus encore dans l'anticipation, en se disant que peut-être la situation actuelle allait se dégrader encore plus vite et qu'il fallait avoir recours à ce support. Donc finalement, et puis après, il y a celles qui n'ont pas eu recours au PGE, et celles-là, pendant un petit moment, pendant 8 semaines, on les a pas vues. Donc ce qui a été vraiment très très positif, c'est que quand on a eu la chance de retrouver nos clients, parce que c'est notre ADN, c'est bien les connaître et aller au contact des entreprises, c'est qu'on a vu qu'il s'était passé beaucoup de choses pendant la période de confinement, énormément de choses très positives. On évoquera aussi peut-être tout à l'heure le côté plus péjoratif de certaines entreprises, mais on va s'attacher quand même à parler des rebonds ici aujourd'hui. Avec des rebonds qui ont été d'ordre interne finalement, avec des entreprises qui ont pris des décisions fortes, qui ont souhaité, je pense notamment à des sociétés de transport par exemple, qui ont souhaité remettre à plat tout leur système de pilotage des lignes pour affiner encore plus la notion de rentabilité de chaque ligne. Je pense à des entreprises qui avaient décidé des implantations durant le deuxième trimestre 2020 et qui, coûte que coûte, ont souhaité arriver à mettre ce projet en musique, avec donc une mobilisation totale des équipes qui étaient d'ailleurs en télétravail, pour arriver finalement au 13 mai, j'ai peut-être qui le 13 mai a réussi à ouvrir son point de vente. On a aussi des sociétés qui ont été finalement dans une volonté sociale, on a une société qui est notamment travaille sur la partie vétérinaire, qui a produit du gel hydroalcoolique. On a une société industrielle qui a eu toutes ses chaînes de production quasiment à l'arrêt, qui a souhaité mettre à disposition et réfléchir sur la production de masques, de masques chirurgicaux. La crise sanitaire et ce blocage qu'il y a eu de l'activité a aussi été révélateur d'un point fondamental qui aujourd'hui, je pense, ne peut plus être considéré comme marginal pour les entreprises, c'est le e-commerce. On a eu beaucoup de demandes de sociétés qui étaient figées dans leur capacité à pouvoir faire des ventes et livrer leurs clients. Ils nous ont demandé de développer. On a réussi d'ailleurs aussi ici sur l'Est à leur proposer des solutions adaptées et très rapides pour mettre en place des sites internet avec des solutions e-commerce. Et aujourd'hui, je pense que on peut plus dire que c'est pour les autres, le e-commerce, c'est un sujet qui doit être en B2B, en B2C, qui doit être évoqué, je pense, par toutes les entreprises.
Et puis ensuite, ce qui a été vraiment l'élément marquant, c'est la capacité aussi de l'agilité des entreprises à pouvoir se mettre dans un dispositif de télétravail. Donc, il y a eu cette volonté vraiment d'avancer, de pas se laisser aller et d'être dans une notion de proactivité. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans la période post-confinement? Toujours cette même envie des dirigeants. Stéphane évoquait tout à l'heure, montrer la courbe que la Banque de France estime en termes d'évolution de l'activité. Là, je dirais qu'il n'y a pas de règle. On a des dirigeants qui aujourd'hui, pour la plupart, sont dans une dynamique très positive, mais qui ont une vision parfois un petit peu plus pessimiste sur le mois de septembre, sur 2021. D'autres, au contraire, qui ont des carnets de commandes de par leurs activités qui se sont très fortement qui ont été très fortement positivement impactés. Et du coup, chaque dirigeant, je dirais, a une vision un peu différente de la situation. Il y a des opportunités. Les opportunités sont réelles aujourd'hui. Il faut savoir les saisir. Il faut que les entreprises, tout à l'heure, arrivent aussi à structurer sans doute leur organisation. Les opportunités sont de deux types. Il y a, à mon sens, il y a l'opportunité de croissance organique. Donc, c'est réfléchir et voir quels sont les nouveaux canaux de distribution, s'il pouvait y en avoir, aller chercher de nouveaux clients, peut-être différencier, diversifier son activité. Donc ça, c'est une réflexion que les entreprises doivent avoir, mais aussi des opportunités de croissance externe. Et ça, c'est un peu le facteur un peu nouveau qu'on voit de manière assez marquée, et que les opportunités proviennent de raisons. La première, c'est que il y a une volonté très forte, très marquée, d'être plus concentré. Les entreprises ont besoin aujourd'hui d'être plus fortes, d'avoir beaucoup plus de poids sur leur marché, et des croissances externes aujourd'hui ont encore plus de sens dans une perspective d'évolution de l'activité qui est incertaine, parce que en intégration par exemple verticale, ça permet sans doute de faire des économies d'échelle, et donc il y a des leviers à aller chercher. Deuxième point sur les croissances externes, c'est que nous voyons des dirigeants d'entreprise. On le sait, on est sur une population dirigeants d'entreprise pour certains qui pensaient partir à la retraite tranquillement et lâcher leur entreprise. La crise a accéléré cette volonté. Donc, pour pouvoir répondre à ces opportunités, il y a beaucoup de préalables qu'on souhaite et qu'il faut avoir dans les entreprises. C'est d'abord l'organisation. C'est une organisation interne plus forte. On a vu quand même pendant la période PGE que certaines entreprises, étaient incapables de nous donner un plan de trésorerie, de nous fournir un document qui pour nous paraissait assez basique, mais qui était incapable de nous le fournir. Et à contrario, il y a celles qui avaient déjà une structure et une organisation très carrée et qui ont pu justement non seulement planifier des plans de trésorerie, mais passer sur des cas dégradés de situation et orienter l'organisation des entreprises. Alors, ce point d'organisation est pour nous fondamental. Pourquoi? Parce que Stéphane évoquait tout à l'heure que l'exercice 2019, finalement, les bilans que nous allons recevoir, les comptes de résultats, quand on les reçoit, parce qu'on les a pas toujours pour certaines entreprises, est-ce qu'ils sont révélateurs de la capacité de l'entreprise à pouvoir nous rembourser demain? Non, évidemment que non. On a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard et on peut le comprendre d'ailleurs. On n'est pas dans une notion de critique, mais c'est un constat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nous, en tant que partenaire financier, on a besoin de comprendre les activités des entreprises, comprendre les organisations, comprendre la stratégie. Les entrepreneurs comme nous, on a reseté un peu la situation. C'est-à-dire que ce sur quoi on se basait de manière régulière pour étudier un dossier, on a les éléments 2019, on peut projeter des plans de financement sur 2020 et pourquoi pas 2021. Ça a explosé parce que la crise est venue au milieu, est venue déstructurer toute cette organisation. Donc pour vous comme pour nous, on repart à zéro. Et quand je dis ça, c'est que il faut qu'on soit dans une logique de partenariat, une logique de feuille de route ensemble. Et pour avoir une feuille de route lisible, il faut qu'il y ait des outils de pilotage qui vous permettent à vous et qui nous permettent à nous aussi d'avoir une meilleure trajectoire et proposer les meilleures solutions par rapport aux besoins qui pourraient être identifiés. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. C'est pour ça que nous souhaitons être dans une logique de redécouverte de l'entreprise, parce que quelque part,
tous les paradigmes ont un peu changé. Ce qui était vrai aujourd'hui ne l'est plus demain, et ce qui était vrai hier ne l'est encore moins demain. Donc il faut qu'on soit vraiment dans cette logique de partenariat, d'apprendre à se reconnaître. Ensuite, point fondamental, et Bruno le disait, c'est la trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. On a évoqué les sociétés qui n'avaient pas eu recours au PGE. Pour la plupart, ce sont des sociétés qui avaient déjà un matelas de trésorerie suffisant ou qui avaient une capacité à pouvoir mobiliser la trésorerie de manière rapide. Je trouve qu'il est aujourd'hui inconcevable et voire même dangereux qu'une entreprise n'aille pas chercher de la richesse en trésorerie là où elle est, c'est-à-dire dans son poste client par exemple ou dans son stock. Donc là, c'est un sujet qui sera vraiment fondamental, je pense, dans les jours et dans les semaines à venir, parce que personne ne sait de quoi demain sera fait en matière d'évolution économique. Par contre, on sait bien que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre sur les sujets. En conclusion, il ne faut pas être contemplatif. On ne peut pas se dire, voilà, tout va bien, tout va mieux. Nous, on a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui sont dans une logique très conquérante, très combative, qui ont fait des choses vraiment extraordinaires. Par contre, on ne peut pas se dire, ça y est, tout va bien. Parce qu'on le voit, on le voit autour de nous, le virus continue à tourner, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc, on a besoin, nous, en tant que partenaires financiers, et j'en viens là sur la notion d'accompagnement, de redéfinir ensemble un plan de progression, une stratégie, et de définir aussi de mieux cadencer les besoins pour apporter les bonnes réponses. Le PGE, évidemment, c'est un outil, c'est un véhicule qui a été remarquable pour la survie des entreprises en matière de trésorerie, mais qui va alourdir de manière fondamentale les structures bilancielles et surtout qui va alourdir les capacités d'endettement des entreprises. On le sait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Les débats, les échanges se font autour de Bercy sur comment sortir du PGE. Il y a des dirigeants d'entreprise qui ont beaucoup d'idées sur le sujet, avec qui proposent d'ailleurs ça à leur fédération. On verra ce qu'il en est. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes IC Sud-Ouest, on souhaite l'être, on est un acteur de la vie locale. Donc notre ADN, c'est d'accompagner les entreprises. Vous l'avez compris, on va continuer à les accompagner. D'ailleurs, on vient de souscrire avec la BUI près de plusieurs milliards pour pouvoir accompagner spécifiquement les PME et les ETI. Maintenant, vu que les règles du jeu ont un peu changé, il faudra aussi que la capacité que les dirigeants aient, avec aussi les conseils et la possibilité qu'on soit dans une logique tripartite. Voilà. Il y a plus de certitude. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne sait rien. Je vais faire un peu du Socrate, mais c'est de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut prendre les choses les unes après les autres, de manière très pragmatique, en regardant quand même que le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Ça, on en revient pas. Je veux pas y revenir dessus, mais c'est vraiment fondamental. Et qu'ensuite, les banques seront là pour accompagner des projets structurants, des projets qui ont du sens et des projets sur lesquels nous aussi on peut avoir des points d'étape ensemble, parce que aujourd'hui tout va très vite et que la situation d'une entreprise alors où on se parle ne sera peut-être pas la même dans une semaine, pardon. Donc tout ça, moi ce que je veux dire, c'est que les banques et le Ouest sont des acteurs majeurs au niveau de l'économie locale. On souhaite être des partenaires, on ne lâchera pas les entreprises, mais il faut que chacun fasse un peu un effort de son côté. En matière d'innovation, on parle beaucoup d'innovation des entreprises. Je donne un exemple. En matière d'affacturage, par exemple, nous avons souhaité porter un petit peu le montage d'affacturage au niveau du bon de commande et non plus de la facture. Donc tout ça pour continuer à alimenter plus rapidement encore la notion de trésorerie. Donc c'est des sujets qui sont importants pour les entreprises. On apporte des solutions, mais on le fera vraiment tous ensemble avec une volonté vraiment d'avancer et de sortir de cette situation. Voilà. Merci Xavier. Je vois une question. Alors j'arrive. Est-ce que désolé, j'arrive pas à lire Je m'en excuse d'ailleurs. Non, Ah oui, d'accord. Quand je veux dire projets qui ont du sens, c'est que vous savez, on veut comprendre ce qu'on finance.
on veut comprendre ce qu'on finance. Et d'ailleurs, parfois on peut ne pas être d'accord avec la position de l'entreprise. Ça fait partie de nos métiers aussi que de refuser des dossiers. Mais quand je dis projets qui ont du sens, c'est qui s'inscrivent en fait dans la nouvelle définition, dans la stratégie que l'entreprise veut mettre en œuvre. Voilà. C'est surtout ça que je veux dire. C'est pas une notion de sens philosophique. C'est vraiment dans la stratégie que l'entreprise soit développée. Est-ce que le projet qui est présenté s'inscrit dans cette stratégie? C'est plutôt ce sujet-là, cette manière-là que j'aurais dû aborder, et non pas effectivement de manière plus large sens, quoi. On reviendra, je pense, à la fin, effectivement, sur cette question du sens qui va être certainement de plus en plus important, l'aspect RSE aussi dans tous les projets. Donc, merci Xavier. Je crois qu'il y a des mots importants que vous avez pu citer: anticipation, un pilotage plus fin, l'envie. Je pense que François reviendra sur cet aspect, l'envie, revoir sa stratégie. Je ne peux qu'appuyer sur l'aspect trésorerie, en particulier sur le poste client. De notre expérience, on voit que nos clients ont maintenu le suivi. Il est important, et d'autant plus important en ce moment, vu la solidité, de suivre la solidité des clients et d'être au plus près du paiement des factures. Pour terminer, je laisserai parler à François, mais il y a un point qui est essentiel, qui est fondamental, c'est la sécurisation informatique. Je souhaite préciser ça parce que la mise en télétravail a été remarquable en termes de réactivité pour les entreprises. Par contre, elle a eu un immense atout pour les hackers, c'est que les ordinateurs étant sortis de leur serveur, ils ont été plus facilement piratables. Le risque opérationnel aujourd'hui, c'est un risque majeur aussi pour une entreprise. Nous, on a pu le constater au niveau des opérations. On a eu beaucoup de tentatives de fraude au président depuis 4-5 semaines. On a eu des tentatives de faux virements. Donc moi, je ne peux que engager les entreprises à travailler sur ce sujet. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et là, on est vraiment sur des sujets de trésorerie. Une fois qu'un virement est instruit et qu'il part, il est très très difficile de le récupérer, voire impossible parfois, parce que les systèmes sont quand même très bien faits. Les hackers sont des gens redoutablement compétents en la matière. Donc moi, ce que je vous conseillerais, et je termine par ça, c'est aussi, une fois que vous réintégrez les ordinateurs, si vous avez des DSI ou des partenaires qui peuvent vous aider en la matière, c'est un sujet, je pense, fondamental pour l'entreprise de demain. Voilà. Oui, merci Xavier d'aborder ce sujet. Il y a eu un mardi du MEDEF sur la question, mais je pense qu'il sera intéressant de le remettre à l'ordre du jour et de relancer l'alerte. Nous allons maintenant donner la parole à Anne-Cécile Brigot-Abadi et Mathieu Isola de la BPI. Vous allez nous parler de ce que peut proposer la BPI en termes de financement et d'outils d'accompagnement. Oui, bonjour. En effet, BPI France a été évidemment, comme les banques, sur le terrain dès les premiers jours de la crise. À ce jour, rapidement, c'est plus de 700 entreprises qui ont été accompagnées par les dispositifs BPI France et les dispositifs de crise. Mais aujourd'hui, on rentre dans la phase de la relance. Le gouvernement a déjà lancé un certain nombre de plans de relance, notamment le plan tourisme, le plan aéro, deux secteurs d'activité qui touchent particulièrement notre région, l'Occitanie. Mais les entrepreneurs, à mon sens aujourd'hui, et c'est ce qui compte des entretiens qu'on peut avoir avec eux, ils ont deux besoins principaux. C'est des ressources stables, parce que je pense que de l'endettement, ils en ont tous beaucoup grâce au PGE et au travail qui a été effectué jusqu'à présent. Donc, c'est consolider les fonds propres. Et puis, il y a une recherche de résilience, il y a une recherche de revue de sa stratégie, de revue de son organisation. Et je pense que Xavier l'a dit aussi, de revoir aussi les outils de suivi pour être plus transparent auprès de leurs partenaires. Et donc, elles veulent analyser comment elles ont réussi à passer la crise, quels ont été leurs écueils et comment elles vont pouvoir se réorganiser pour pouvoir être beaucoup plus résilientes. C'est pour cette raison que BPI France a mis en place un certain nombre d'outils d'accompagnement. Outre nos mesures financières, évidemment, je reviendrai pas dessus et des slides seront transmis sur le sujet, notamment sur le pré-rebond. Mais je pense que la dette, il va falloir
faire très attention. Voilà, on sait déjà pas ce qu'on va faire du PGE, donc rajouter de la dette pour de la dette, il va falloir être vigilant et il faut se garder de la capacité d'investissement et de la capacité d'endettement pour financer ces investissements. D'où la mise en place de modules d'accompagnement et je vais passer la parole à Mathieu Isola qui est en charge de cette activité sur l'Occitanie. Oui, bonjour à tous. Alors, je reviendrai pas non plus sur les plans qui sont à la manœuvre, mais parallèlement à ça, on a souhaité développer un certain nombre d'outils puisque l'impact de la crise a été et je reviendrai pas sur les propos de mes collègues juste avant, mais à plusieurs échelles. Pas une entreprise finalement n'a pas été impactée au moins dans son organisation, évidemment dans son business, mais aussi dans son organisation. Et donc le besoin nécessaire aussi de rassurer ses équipes, de réfléchir à une nouvelle stratégie, parfois à une nouvelle organisation. Ça a posé un certain nombre de questions aux chefs d'entreprise, mais aussi aux équipes. Et donc, on a décidé de mettre à disposition un certain nombre d'outils. Alors, soit sous la forme digitale et Tide vous seront transmises pour évaluer déjà l'impact au niveau de son organisation, pour pouvoir imaginer un certain nombre de nouvelles mesures pour rebondir en organique ou en croissance externe ou les deux. Donc on a des autodiagnostics qui ont été lancés ces dernières semaines, la formation également de dirigeants, parce que le capitaine qui parfois avait pris un petit peu de hauteur, en ce moment on le voit, on le constate tous les jours, et aujourd'hui à fond sur son rebond, mais il y a cette nécessité de réfléchir à de nouvelles options, à de nouvelles orientations, à une nouvelle stratégie, à de nouvelles tactiques, et donc il est parfois nécessaire effectivement de pouvoir prendre un petit peu de hauteur sur des sujets sur lesquels, avant crise, les équipes dirigeantes n'étaient pas forcément les plus outillées. Je pense au digital, je pense à certaines orientations qui, Covid oblige, ont impacté et peut-être durablement les organisations. Donc autant les évaluer pour en faire des axes forts de rebond et de levier futurs. Donc une partie de nos outils sont mis évidemment à disposition de toutes les entreprises sous la forme de digital. Et puis l'État, au travers de la DGE, a souhaité également apporter son concours à des dispositifs qui étaient déjà opérationnels chez BPI France, mais réservés à un plus petit nombre d'entreprises, pour l'ouvrir là aussi, notamment sur du conseil, et en lien avec les échanges de mes collègues, un 360 rebond où on vient challenger l'équipe dirigeante avec un consultant senior sur le sujet, sur quelques jours de conseil, pour évaluer quel est l'impact, quelles sont les options stratégiques à venir et définir avec l'équipe dirigeante la feuille de route. Bref, finalement, de venir challenger l'entreprise pour justement qu'elle puisse prendre ses virages et comment elle peut les prendre, puisqu'effectivement, quand on est focusé sur son business, sur son organisation, on n'a pas la prise de hauteur nécessaire. Donc voilà, c'est un premier dispositif qui a été déployé. Ça permet d'avoir une évaluation complète et d'être challengé par l'extérieur. Sur deux autres sujets, peut-être plus industriels, mais qui sont également absolument nécessaires. On l'a vu, la chaîne de supply a été mise fortement sous tension et elle l'est encore. Et donc une évaluation complète de sa supply, là aussi peut faire sens. Et donc on a un dispositif aujourd'hui que l'on a lancé pour accompagner justement et épauler les équipes dirigeantes sur cette thématique. Et le troisième sujet, mais qui fait écho là encore aux propos précédents, c'est la notion de cash BFR, dans le sens où effectivement il est nécessaire d'évaluer quelles sont les poches aujourd'hui. Est-ce que j'achète bien? Est-ce que je vends bien? Comment mes flux de trésorerie tournent à l'intérieur de mon entreprise, et comment je peux effectivement les améliorer demain. Et c'est des économies substantielles, c'est des opportunités substantielles qui, là encore, sont déployées. Voilà, ces dispositifs-là, dans le cadre de certains plans, et je pense au tourisme, sont adaptés évidemment au secteur en question. Mais voilà, on va pas. L'objectif, c'était pas de vous faire un inventaire à l'après-vert, mais sachez que ces dispositifs-là sont
sont aujourd'hui opérationnels et déployés sur l'ensemble des territoires, y compris évidemment en Occitanie. Ouais, voilà. Donc pour conclure, en fait, ces outils travaillent sur 3 principaux champs. C'est revoir l'organisation et remettre à plat la stratégie dans un schéma de contexte contraint, qui est pas prêt malheureusement de s'arrêter, on l'entend. 2, notamment pour des boîtes industrielles, on a bien vu que c'était nécessaire de sécuriser ces appros parce qu'on a eu des entreprises qui ont été vraiment très gênées avec ce sujet-là. Et puis le dernier, le cash, évidemment le cash. Et donc c'est de réfléchir à cette stratégie BFR pour rentrer et garder un maximum de cash et éviter d'avoir du surstock sur certains points ou de se faire payer plus rapidement dans d'autres cas. Voilà pour les dispositifs BPI France de relance. Merci Anne-Cécile, merci Mathieu. Un clin d'œil effectivement, merci aussi pour l'affiche, pas trop militant, je pense que le MEDEF peut se retrouver dans ce slogan. Une question qu'on peut peut-être aborder maintenant, c'est le plan transition énergie pour TPE-PME va-t-il être aussi opérationnel en Occitanie? Stéphane? Non, mais je vous vois. Côté BPI, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Il y a plusieurs branches là. Exactement. Alors, en fait, le plan transition énergie qui est appelé plan climat, et d'ailleurs en effet, climat cherche pas trop militant, et va en effet être déployé dès le mois de septembre. Alors on a quelques dispositifs qui sont d'ores et déjà disponibles, mais on va le déployer évidemment par BPI. Il faut se servir de cette période où tout va être un petit peu remis à plat pour peut-être prendre des bonnes habitudes et voir cette relance par un schéma vert et profiter de changements et de modèles en passant par du green. Alors le premier sujet, ça va être un sujet de financement avec un certain nombre de dispositifs financiers qui pourront accompagner les entreprises dans le cadre de leur transition énergétique. Et on est vraiment là sur l'entreprise qui n'est pas un producteur de services, on est sur une entreprise industrielle de transport qui veut intégrer ce schéma green dans son business model. Et ça va nécessiter forcément des investissements et donc on va pouvoir financer ces investissements-là. Parallèlement, et c'est maintenant la manière dont on fonctionne, on va coupler ça à des offres d'accompagnement par des diagnostics, on appellera ça écoflux, pour des entreprises traditionnelles, de pouvoir évaluer en interne où sont situées en fait les sources d'économie d'énergie qu'elles pourraient mettre en place. Et ça, ces dispositifs seront lancés en partenariat avec l'ADEME qui va être notre partenaire sur ces dispositifs-là. En fait, c'était un dispositif qui existait précédemment au sein de l'ADEME que BPI France reprend à son compte pour l'ouvrir à un plus grand nombre d'entreprises. Et donc, selon les tailles des sites, pour des sites de moins de 20 salariés, le partenariat ADEME reste au sein des chambres des métiers. Pour les sites de plus de 20 salariés, BPI France sera opérateur de ce diagnostic pour évaluer effectivement les poches en matière d'énergie, électricité bien sûr, eau, matière, gaz et ainsi de suite, pour évaluer effectivement quelles peuvent être des mesures concrètes et des investissements nécessaires pour réaliser des économies substantielles d'une part, et puis orienter l'entreprise vers un impact climat plus vertueux. Merci. Je pense que si on a un petit peu de temps, on reviendra sur cet aspect à la fin. Leur tour, donc je propose de passer la parole tout de suite à François Bourgoin, donc au sein de KPMG. Vous accompagnez maintenant depuis plusieurs mois des entreprises dans ce contexte quand même très particulier. Donc votre regard sur ces situations et puis effectivement quels points clés on peut ressortir. J'allais dire en appuyant ce qui a été dit, cette prise de conscience des chefs d'entreprise de prendre du recul, de la hauteur, de se faire accompagner. Le vouvoiement, c'est en tant qu'expert comptable, bien sûr. Alors, moi, je vais rebondir sur différents propos qui ont été tenus depuis le début. La crise et l'après-crise, ce sont évidemment des menaces, des contraintes.
mais ce sont aussi des opportunités. Dans les menaces et contraintes, moi je voudrais en retenir deux qui ont été citées. La première en tout début de propos par le MEDEF, parce que je crois que c'est un sujet qui est porté par le MEDEF, c'est le crédit inter-entreprise. Il y a vraiment un sujet, c'est une tendance de fond. La France se distingue d'autres pays par un crédit inter-entreprise qui n'est absolument pas normé et qui est clairement au détriment des PME. Avoir un PGE et se retrouver sans crédit fournisseur parce que l'assurance crédit ne suit pas, c'est clairement un sujet. Donc, dans toute stratégie que doit retenir un dirigeant et avoir un filigrane, il faut penser à ces aspects crédit inter-entreprise. Et on va revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Directeur. Solvabilité, c'est clairement une des clés. Dans les autres contraintes menaces, il faut pas oublier que le PGE, dans certains cas, il a financé des pertes. Alors, quand on fait des études financières, ça paraît quelque chose de parfaitement inaudible, financé par de l'emprunt des pertes, mais c'est bien ce qui s'est passé dans un certain nombre de cas. Au 31/12/2020, les entreprises vont produire leurs états financiers et vont faire apparaître les effets de la crise. Donc, ce sont des choses à anticiper. Il y a bien sûr des solutions et on bascule là dans tout ce qui sont opportunités, mais il faut garder en tête ces deux phénomènes qui vont s'imposer, je dirais, de façon très rapide aux différents chefs d'entreprise. Dans les opportunités, tu en as cité quelques-unes. Moi, j'aimerais dire vraiment jamais j'ai vu un contexte aussi bienveillant, aussi favorable. Alors, c'est pas du prosélytisme au niveau des banquiers, au niveau de la Banque de France, du MEDEF, d'accompagnement. Il y a vraiment des dispositifs, et bien sûr la BPI, il y a vraiment des dispositifs qui sont sur la table et qui sont à la disposition des chefs d'entreprise. À titre d'anecdote, moi je commence à voir des rapprochements d'entreprises avec un mécanisme qui était désuet, voire un petit peu trop compliqué pour être pleinement utilisé, qui s'appelle le earn-out. Le earn-out, c'est quoi? C'est un mécanisme de rapprochement de position de prix quand vous avez deux entreprises qui veulent fusionner ou une acquisition, etc. Quelque chose qui était utilisé de façon un petit peu gadget, un petit peu marginale, et bien aujourd'hui, notamment dans le monde des startups, c'est devenu une des clés pour rapprocher des positions de valorisation qui peuvent être importantes. Pourquoi importantes? Parce qu'il y a un manque de visibilité, tout simplement. Donc on voit bien que dans ce contexte aujourd'hui post-crise, il y a des choses qui se passent et c'est passionnant, évidemment, pour le technicien que je suis, de voir l'émergence de ces opportunités. Menaces, contraintes, opportunités. Moi, je pense que si on prend un petit peu de recul, on a quand même basculé de modèle. Il y a quelques mois, on conseillait à nos clients soignez vos stocks, entre guillemets, soignez votre poste client, mais soignez vos stocks, travaillez en flux tendu, vous êtes sur un modèle d'efficience. Or, post-Covid, on s'aperçoit que l'efficience, parfois, moi j'ai vu des clients bloqués par manque d'approvisionnement parce que leurs pièces n'arrivaient plus de Chine, tout simplement. Donc on passe d'un modèle d'efficience à un modèle de résilience. Alors c'est très à la mode ces jours-ci, on parle de la résilience des équipes, on parle de la résilience du business model. Mais en finance, la résilience, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le directeur, c'est clairement la solvabilité. Alors on va y revenir. Mais c'est quand même aujourd'hui une des clés de la sortie. Alors, au niveau de la stratégie financière, je vais peut-être vous décevoir, mais pour moi, il n'y a pas d'innovation. C'est vraiment les principes, les fondamentaux. La stratégie financière, elle commence par le dirigeant. Le dirigeant, il est dedans, excusez-moi de l'expression, il a la niaque ou il l'a pas. Il a la vision. Et la stratégie financière, elle est au service de la stratégie du dirigeant et de son exécution, et certainement pas l'inverse. Donc le premier point, c'est ça, c'est comment le dirigeant se positionne, quelle est sa vision, et une fois qu'on a ce contexte favorable, eh bien là, le déroulé est très simple. Il faut trouver de la visibilité. On sait bien, tous ceux qui ont affronté des crises, plus on anticipe, plus il y a de solutions.
À contrario, plus on attend, plus la porte se ferme. Donc, le point fondamental, c'est aller chercher de la visibilité. Xavier, tu en as parlé tout à l'heure. Alors la visibilité, c'est quoi? Ce sont des projections, c'est de faire un atterrissage, c'est des outils de pilotage. C'est vraiment fondamental. Visibilité, diagnostic. Diagnostic, c'est est-ce que le BFR est calé? Est-ce qu'on a les moyens de financer son BFR? Est-ce qu'on a la rentabilité? Vers quel scénario on se pose en termes d'évolution de chiffre d'affaires? C'est la deuxième brique, je dirais, de la démarche financière. Puis évidemment, une fois qu'on a la visibilité et le diagnostic, eh bien on va trouver les solutions. Une fois de plus, on est dans un environnement très favorable aujourd'hui. Est-ce que ce sera le cas dans 6 mois quand certains dispositifs ne seront plus à l'œuvre? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, on a quand même un environnement bienveillant et je pense que cette présentation, on a fait la démonstration. Et à partir de là, eh bien, il faut mettre en œuvre comment un expert comptable se situe. Un petit peu c'est quand même mon sujet. L'expert comptable, c'est un métier merveilleux parce que chaque jour, vous rencontrez, vous échangez au moins avec 2 dirigeants. Ce qui fait que vous avez un recul extraordinaire, vous avez une expérience extraordinaire, vous voyez des tas de cas de figure. C'est très enrichissant. Bien évidemment, l'idée, c'est d'en faire profiter nos clients. Et ça doit se passer avec, si je puis me permettre, on a, l'expert comptable dit, on a les clients qu'on mérite, mais l'inverse, c'est vrai également. Ça passe donc par un chef d'entreprise qui, comme on l'a dit, a une certaine dynamique, mais il a aussi une ouverture d'esprit. Il faut qu'il ait la capacité de se remettre en cause. Et dans le cadre du Covid, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, des chefs d'entreprise qui sont capables de remettre en cause leur façon de procéder, leur structure de coûts. J'ai vu des choses assez impressionnantes en termes de remise en cause. On arrête le SUV à 150 000 euros et on passe à des choses plus. Et oui, c'est emblématique, mais voilà, ça envoie un signal. Et ça, tous les chefs d'entreprise sont peut-être pas encore dans cet état d'esprit. Et donc, savoir se remettre en cause, eh bien derrière, moi je dirais que c'est vraiment vertueux dans le contexte aujourd'hui. J'ai gardé pour la fin de mon propos une petite anecdote. Dont je suis très fier puisque évidemment c'est un client que nous accompagnons. Il s'agit de trois jeunes. Je pense que sur les 3, il n'y en a pas un qui a 30 ans, qui ont créé la fameuse start-up dont tout le monde parle, et une des start-up dont tout le monde parle et qui fonctionne depuis 6-7 ans avec une belle croissance. Et le 17 mars, ils se retrouvent sans business pour cause de Covid, fermeture, clac. Et sur les 3 associés, il y en a 2 qui se sont vraiment remis en question, qui ont travaillé nuit et jour pour développer la fameuse application informatique que tu appelais de tes voeux, qui ont vraiment investi, qui ont coché toutes les cases, remise en question, qu'est-ce qu'on peut faire, et ça a marché. Sauf que sur les 3, il y en a un qui n'est pas dans le match. Il n'est pas dans le match par conviction, tout simplement il n'a peut-être pas envie, parce qu'il a passé 6 ans à travailler comme un dingue pour développer quelque chose qui du jour au lendemain ne marche plus. Et donc, le diagnostic a été très simple, c'est de dire, on peut pas continuer comme ça, les 3 associés ne peuvent plus continuer comme ça, il faut continuer à 2. Et c'est presque un auto-diagnostic. Sauf que sortir un associé quand on a une entreprise qui va bien, qui fonctionne, ça coûte de l'argent. Les 2 autres associés n'avaient pas les moyens de financer la sortie du 3e associé. Le banquier que tu es va pas forcément sauter de choix de financer un cash out, puisque ça s'appelle comme ça. Eh bien, écoutez, on a présenté le dossier au banquier de l'entreprise qui a tout de suite compris les enjeux et qui, en pleine période de Covid, en pleine période de crise, a financé un cash-out. On a eu l'accord en 15 jours. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment pour moi la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, la logique du chef d'entreprise, savoir se remettre en question, en tirer toute conclusion et faire appel, y compris dans des mécanismes de crise, à quelque chose d'un petit peu innovant et pas du tout placé dans un contexte de crise, cash out, il s'agit de faire un chèque à celui qui sort et qui par sa sortie garantit la pérennité et le développement de l'entreprise. Voilà un petit peu l'éclairage que je souhaitais donner. Merci François. Je crois que vous avez insisté aussi sur le crédit interentreprise. Je crois que
Avant de parler du monde d'après, il faut revenir déjà sur cette chose très très basique, souvent oubliée. L'importance, on s'en doutait aussi, mais elle ressort aujourd'hui du dirigeant, sa vision, son envie, on l'a dit, et peut-être aussi être capable de reconnaître que l'envie n'est plus là. Alors, d'où une question qui apparaissait, j'essaie de lire la question, sujet évoqué précédemment, comment provoquer, accompagner les rapprochements M&A salutaires en région. Et je pense que ça peut être la question peut se poser aussi à un moment lucidité pour transmettre à une équipe ou transmettre pour maintenir cette envie et maintenir l'entreprise. Parce que sur le M&A, donc rapprochement d'entreprise, je pense que Xavier a donné le bon tempo tout à l'heure. Il faut que ça fasse sens. Il faut comprendre, on fait pas du rapprochement d'entreprise pour du rapprochement d'entreprise. Il y a clairement des opportunités de verticalité, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure. Il y a des entreprises qui n'ont pas, des dirigeants d'entreprises qui ne se projettent pas avec suffisamment de conviction et d'ardeur sur l'évolution du monde de demain, avec tout ce que ça, on a parlé de RSE, c'est clairement un sujet qui va arriver au niveau de la finance et qui arrive très très vite. Bon, est-ce qu'on est dans cette logique ou pas? Donc, il va y avoir des opportunités. Ensuite, moi, je vois quand même que les valorisations des entreprises sont mécaniquement impactées par les aspects de financement. Donc, les attentes, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du earn-out, les attentes en termes de valeur qui étaient sur la table il y a 5-6 mois ne sont plus celles qui pourront rembourser une dette, etc. aujourd'hui. Donc là, il y a quand même un sujet. Et je pense qu'on peut pas systématiser le fameux LBO avec un multiple de EBITDA, etc. Je pense qu'on va attendre un petit peu avant de retrouver ce genre d'opérations sur le marché. Par contre, oui, des opérations. Moi, j'ai rencontré il y a une chef d'entreprise il y a 3 jours qui me disait « Je suis en train de racheter 3 entreprises ». Donc, on voit bien que des opportunités, il y en a. Voilà. Une question vers l'expert comptable. Dire juste un mot. Je prends un peu la question au bon parce que on le voit bien à travers la cotation. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que je crois, on l'a tous compris, sans dire le monde d'avant ne reviendra jamais ou il reviendra, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment produit avec cette crise. Et s'agissant du monde du financement de l'entreprise, il faut bien comprendre, il y a quand même des évolutions profondes. Il y a un invariant qui va demeurer et qui va demeurer longtemps. Les taux d'intérêt directeurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vont rester durablement bas. C'est-à-dire concrètement, bon, je suis pas à la BCE, mais enfin tout proche, voire très très proche, tant que les prévisions d'inflation se maintiennent en dessous et loin en dessous de l'objectif de 2%, les taux d'intérêt resteront bas. Vous regardez les prévisions BCE, vous regardez les prévisions Banque de France, à notre horizon de prévision, c'est-à-dire à 3 ans, on n'arrive pas encore au 1%. Donc, pour le dire autrement, aujourd'hui, ce qui mobilise les banques centrales, et en particulier la BCE, c'est d'éviter de tomber à une inflation proche de 0 et bien évidemment en dessous, et pour ce faire, de maintenir une politique très accommodante. Donc ça, c'est l'invariant. Et puis après, il y a des variants, et des variants importants, je l'ai un peu dit tout à l'heure. On vient de publier ce matin le rythme de progression des endettements des entreprises. Bon, c'est l'effet PGE, plus 12% au dernier mois connu, fin mai, c'est énorme, c'est de loin le rythme le plus dynamique d'Europe et les financements de marché sont encore plus rapides. Sur quoi je veux insister, c'est que l'époque dont nous sortons, d'un argent facile et abondant et bon marché, je ne dis pas qu'il est derrière nous, mais je crois que ce monde va évoluer. Les chefs d'entreprise sont habitués depuis de nombreuses années à quasiment être démarchés par les banques et à avoir une offre de financement qui est nettement au-delà de leurs besoins. Je pense qu'il faut bien être conscient que le monde vers lequel on va un peu s'inverser. Je le redis, c'est souhaitable que la gestion du risque du côté des établissements de crédit se resserre
et elle va se resserrer. Et cette période d'ultra abondance de liquidités, avec une appréciation du risque qui a été un peu mise entre parenthèses et des taux d'intérêt exceptionnellement bas, et peut-être un peu derrière nous, on peut s'attendre quand même à ce qu'un certain nombre d'opérations coûtent plus cher. On peut s'attendre à ce que certains projets aient plus de difficultés à trouver des financements. Et donc, je ne peux que souscrire à 200% à tout ce que vous avez dit sur le besoin de construire des projets extrêmement structurés qui donnent une vision à l'entreprise et qui permettent d'un accompagnement. Je suis pas en train de dire que vous allez plus financer, bien au contraire, hein, et je sais que vous serez toujours très présent. Mais je veux quand même insister là-dessus parce que j'avoue que pendant ces 3-4 derniers mois, j'ai toujours été surpris lors des rencontres en médiation ou dans des grands messes, d'entendre « Ah, mais oui, mais avant, on se finançait à 0,4 sur 7 ans sans garantie. » Je pense que ça, il faut que ça s'arrête d'abord. Il faut que ça s'arrête. Et là, c'est le superviseur qui parle. Et clairement, je pense que ça va s'arrêter. Si je peux me permettre pour rebondir sur les propos de Stéphane, on a entendu il y a encore quelques semaines des dirigeants nous dire tiens, moi je vais aller prendre du PGE, j'en ai pas vraiment besoin, je vais aller en prendre parce que j'ai entendu dire que ce PGE pourrait être structuré en quasi fonds propres dans l'entreprise et faire en sorte que finalement j'ai des capitaux ou des quasi fonds à moindre coût. Bon, alors je vais peut-être là couper les intentions de certains de manière un peu brutale. En fait, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que il y aura sans doute effectivement, je crois que le gouverneur en a parlé hier ou avant-hier, une enveloppe qui va être dédiée à l'equity, hein, au renforcement des fonds propres des entreprises. Maintenant, les quasi-fonds propres, dits prêts participatifs, sont des prêts qui sont lourdement rémunérés. On ne rémunère pas un prêt participatif à 0,4% sur 5 ans. C'est de l'ordre, oui. Mais c'est vrai que l'idée de se dire, ah ben oui, c'est super, on va avoir un PGE qui va nous coûter le coût de la garantie, donc de mémoire c'est 0,5 pendant 2 ans, puis 1% sur les 3 années suivantes. Pour certains types d'entreprises, pour les premières, c'est se leurrer, ça n'arrivera pas. Alors après que les banques mettent en place, soient en train de réfléchir sur des mises en place de prêts participatifs, oui, je pense que toutes le sont. Enfin nous, dans le groupe, on l'est, en tout cas. Mais évidemment, en tant que positionnement de la dette en quasi fonds propres, on sera quand même sur des taux de rémunération qui sont de l'ordre du quasi-actionnaire. Donc, on ne demandera pas, on ne sera pas sur du 0,5, de 2% ou du 1%, on sera bien au-delà. Et ce qui est tout à fait normal, puisque la position de risque sera différente. Donc, sans doute, oui, peut-être, il va y avoir un resserrement pas du crédit, mais de l'appréciation des dossiers, peut-être. Mais encore une fois, tout dépendra de la capacité de l'entreprise à nous fournir aussi, à être en collaboration, qu'on collabore avec eux pour bien comprendre leur positionnement. Et ensuite, pour le renforcement des fonds propres, ça se rémunère. Donc, ça sera un coût pour les entreprises, ça c'est certain. Je me permets d'intervenir et de compléter. Je rejoins tout à fait les propos qui viennent d'être dits. En effet, alors depuis quelques semaines, on va dire que un certain nombre, enfin l'État travaille sur un sujet pour faire évoluer en tout cas les dispositifs PGE, mais ça ne sera pas de toute façon le dispositif PGE qui sera modifié en tant que tel, puisque c'est un dispositif qui est quand même passé au niveau de l'Europe. Et s'il doit y avoir des dispositifs, ça sera des dispositifs qui viendront en fait en sortie de PGE ou en lieu et place du PGE. Et si ça doit être des outils de fonds propres, l'equity, c'est de la haute couture. On ne peut pas faire d'equity de masse. Donc, de toute façon, on ne pourra pas, et ça ne sera pas possible, de consolider automatiquement la totalité du PGE. Et si ça doit être fait, ça sera fait peut-être de manière des initiatives de partenaires bancaires, avec des systèmes de garantie ou autres, mais ça sera au cas par cas, et ça ne sera pas automatique. Donc, il faut être très vigilant justement sur ces effets d'aubaine, d'aller chercher de la ressource pas chère pour se sécuriser. Voilà. Question sur ce. Vous pouvez la lire, j'arrive pas à la lire.
Parce qu'il y en a beaucoup des questions. C'est vrai que c'est un peu loin. Je pense que les fonds propres. Ah oui, il y avait une question sur le fait que la région. Oui, je viens de vous remonter. Voilà, on parle beaucoup du renforcement des fonds propres, mais sauf erreur de ma part. On parle beaucoup des fonds propres, du renforcement des fonds propres, mais sauf erreur de ma part, la région Occitanie, à l'inverse d'autres régions, n'a pas mis en place un fonds d'investissement public-privé visant à soutenir les PME en difficulté conjoncturelle et non pas structurelle. Bon, ça c'est vrai que la difficulté conjoncturelle. Enfin, excusez-moi, le fonds de retournement structurel, ça c'est clair, ça n'existe pas. En conjoncturel, je ne sais pas. Alors, excusez-moi, permettez-moi un commentaire un peu général, mais ça apparaît tout à fait dans le message qu'on a fait passer, pas plus tard qu'hier, au président de la République, puisque c'était la remise de notre rapport annuel. Nous ne sommes pas complètement convaincus que la solution du renforcement des fonds propres passe par des grands dispositifs publics de soutien. Je sais bien que c'est un réflexe très français de demander beaucoup au pouvoir public, peut-être des fois un peu trop. Pourquoi sans vouloir être désagréable, trop désagréable, il y a un problème qui se pose, c'est celui de la sélectivité. Les pouvoirs publics, qu'ils soient État ou Conseil régional, ne sont pas toujours les meilleurs pour sélectionner les entreprises où l'on doit intervenir en fonds propres. Deuxième élément, je ne suis pas certain que l'État, peut-être un peu moins les régions, soit structuré pour piloter une démarche à grande échelle en fonds propres. Et donc, l'épargne en France, elle ne manque pas, elle est là, elle est très importante, plus encore en cette période. Je crois que le grand sujet, c'est d'abord de mieux flécher cette épargne, un peu moins vers l'épargne liquide et un peu plus vers l'épargne en direction des entreprises. Mais voilà, nous sommes, vous l'avez compris, plutôt prudents sur la démarche qui consisterait à encore une fois mobiliser à grande échelle des dispositifs publics. Oui, moi, si vous me permettez, j'aimerais quand même rajouter une chose. L'investissement fonds propres, très bien, ça peut être une solution très bien. Bon, je rappelle quand même que le préalable, c'est d'avoir eu toute cette réflexion préalable quant à la qualification du besoin avec un diagnostic préalable, mais à partir du moment où vous ouvrez votre capital, quelle qu'en soit la forme, il y a une contrepartie. La contrepartie s'appelle la gouvernance, s'appelle la lisibilité. Donc, il faut aussi avoir en tête, quel que soit l'acteur qui intervient, que ce soit un prêt participatif, qu'il va falloir se donner les moyens de satisfaire aux questions que posées tout à l'heure sur la lisibilité, quelle est la projection, et en termes de décision et en termes de gouvernance, ce sont les fameux critères ESG, là, environnement, gouvernance. C'est vraiment quelque chose qui va s'imposer à un nombre de chefs d'entreprise. Donc, il faut être prêt. Je dis pas que c'est un problème, mais il faut l'avoir en tête. Je crois que le sujet, effectivement, d'évolution, transformation de ces endettements est ouvert. Les réflexions sont en cours. Et effectivement, ne pas tout attendre de l'État. Ça a été dit et redit d'avoir pour le chef d'entreprise une vision, un projet structuré. Je crois que ça, là encore, on revient sur des basiques. Peut-être insister sur ce point dans le cadre de cette réflexion sur des projets, tous les aspects RSE. On parle beaucoup de raison d'être. Alors côté BPI, on a vu qu'il y avait quelques éléments qui apparaissaient. Je crois, Stéphane, que côté Banque de France, il y a aussi une réflexion sur ce sujet. Oui, on travaille à deux niveaux. Le premier, c'est dans notre propre politique de cotation. Donc, c'est vrai que nous intégrons progressivement des critères RSE dans notre cotation. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons mené, il y a déjà de cela 2 ou 3 ans, une vaste enquête, ce qu'on appelle du backtesting. Donc, on regarde après coup que les performances d'une entreprise à partir de critères définis préalablement. Et ce que nous avons constaté, et pas simplement chez les grands, mais aussi chez les petits, les entreprises qui sont vertueuses en RSE ont en règle générale des performances financières qui sont supérieures. Voilà, ça c'est un constat et toutes les études le démontrent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le classique, les états financiers,
Je confirme au passage qu'ils ont plutôt un peu tendance à être en retard cette année par rapport à l'année dernière, 15 à 20% de retard par rapport à ce qu'on avait avant. Mais je le comprends très bien. Hein. Il y avait le PGE et l'aventure PGE a mobilisé les banques, les experts comptables, les chefs d'entreprise. Simple constat, mais ça va pas plus loin. Alors, de quoi je parle quand je dis qu'on intègre des critères RSE dans la cotation? C'est le modèle interne. Hein. Est-ce que ce modèle interne est vertueux en termes environnementaux? C'est bien évidemment les relations d'affaires amont-aval, donc clients et fournisseurs. Est-ce qu'on est là aussi sur un modèle vertueux qui soigne sa relation dans une approche RSE? Et bien évidemment, après, c'est tout ce qui est cadre de travail et accompagnement des salariés. Est-ce que tous les outils classiques qu'on recommande en termes RSE sont intégrés? Donc, ne soyez pas étonnés si des analyses Banque de France vous posent des questions sur ces dimensions-là. Ça, c'est l'aspect cotation. Et puis, nous avons aussi pris une initiative Banque de France, c'est de constituer un réseau, alors ça nous emmène un peu loin, de banques centrales. Elles sont plus de 100 aujourd'hui, parce que les banques centrales ont considéré qu'elles devaient prendre l'initiative pour verdir le système financier. Donc, c'est nous qui travaillons à cette initiative. Et là, il y a tout un tas de pistes, hein, bien évidemment. Ça peut concerner les ratios de Bâle, ça peut concerner les titres admis en refinancement à la Banque centrale, ça peut concerner, bon voilà, toute la panoplie des outils que peut utiliser une banque centrale pour essayer de voir comment le système financier lui-même peut être au service de cette cause RSE. Merci. L'heure tournant, je vous propose peut-être à chacun d'entre vous un mot de conclusion et peut-être ce qu'on peut retenir, une fois de plus, peut-être donner une phase d'optimisme, mais peut-être aussi de prudence. Peut-être juste une question. Alors, vers Stéphane, on voit effectivement cette reprise plus rapide que prévu. On parle de l'automne, de début 2021. Alors, je répète pour dire un choc d'une violence extrême, plutôt plus important en France que ce que l'on observe à l'étranger. Pourquoi? Notre spécialisation sectorielle et des règles de confinement, déconfinement qui ont été plus brutales. 2, une reprise qui est plus dynamique que ce que l'on peut là aussi observer chez nos voisins. Et je crois qu'on peut en donner le crédit à la rapidité de la réaction des banques, des pouvoirs publics et bien évidemment des chefs d'entreprise. Donc, on est raisonnablement confiant. Le deuxième trimestre va être catastrophique. Hein. Nous prévoyons une contraction du produit intérieur brut de 14% au deuxième trimestre. C'est des chiffres qu'on n'a jamais connus en comptabilité nationale, mais nous prévoyons sur le troisième trimestre une remontée de 14%. Donc voilà, bon, moins 14 plus 14, ça nous mène pas à zéro, mais enfin quand même, c'est simplement pour souligner à la fois la brutalité du choc, mais également la forte remontée. Moi, je vais pas, pour conclure, m'apesantir plus. Je veux juste passer ce message sur le fait qu'on entre dans une période quand même de grande incertitude, de manque de visibilité. Les entreprises vont sortir bien évidemment affectées par cela, et donc il est logique dans ce contexte que la gestion du risque redevienne un élément très important. Donc je souscris entièrement à tout ce qui a été dit en termes de visibilité. Moi, je veux juste sensibiliser tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent sur le fait que voilà, la période de l'argent facile, abondant, sans difficulté, à des taux défiant toute concurrence, je pense il est derrière nous. Donc ça oblige à resserrer ces modèles, à établir des prévisions et à être en vrai partenariat avec tous ces accompagnants. Merci. Prévision, pilotage. Anne-Cécile Mathieu. Oui, alors, ne restez pas seul. Voilà, je pense que ça va être ma conclusion. Dirigeants, ne restez pas seuls. Entourez-vous. Entourez-vous de vos partenaires financiers. Entourez-vous de vos cabinets d'experts comptables qui vous ont déjà beaucoup accompagné. Faites-vous accompagner avec des consultants extérieurs qui vont vous apporter quelque chose de nouveau. Et puis, on a parlé beaucoup des dispositifs, mais aussi comment venir, en tout cas, si vous souhaitez en bénéficier, c'est vos contacts en région BPI France et vos contacts habituels. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le site BPI France. Merci. Xavier? Je rajouterai, je compléterai sur
sur la thématique de rompre l'isolement. Et en rompant l'isolement, c'est ce que vous faites là, c'est beaucoup de pair à pair. On l'a vu pendant toute la période de confinement, les échanges entre chefs d'entreprise, pas forcément du même secteur d'activité, en dehors de sa fédé, en dehors de etc. Ça fait partie voilà des sujets pour rebondir aussi et être plus résilient demain. Alors pour conclure, en fait peut-être pour certains nos réponses ont pu paraître un peu imparfaites, notamment sur comment sortir du PGE. Je rappelle juste que c'est un dispositif qui a été mis en place avec une efficacité remarquable et redoutable, et qu'aujourd'hui, toutes les banques et les institutions sont en train de travailler de concert sur justement les options de sortie. Il faut bien qu'on se dise, c'est que les banques seront une partie de la solution, et nous serons là pour accompagner les entreprises. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur ces sujets-là. Moi, je souhaite vraiment marquer l'énorme énergie des dirigeants d'entreprise que j'ai pu côtoyer, leur vraie volonté de faire bouger les lignes, ce qui n'est pas évident. Maintenant, pour faire un petit peu un parallèle avec le monde du rugby, quand le match commence un peu à devenir tendu et serré, il faut retrouver des fondamentaux, quoi. On est sur les basiques. C'est jouer simple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à aller faire des grandes envolées, c'est se retrouver sur des systèmes de jeu simples et bien cadrés, sur lesquels vous avez des certitudes. Et les certitudes ne pourront être appuyées qu'avec des outils. Et ça, c'est un sujet sur lequel je souhaite vraiment insister, parce que depuis la nuit des temps, tous les voyageurs, que ce soit les caravaniers à l'époque, se guidaient avec des étoiles, les navigateurs avec des sextants, et depuis la nuit des temps, il y a des points d'étape qui sont faits entre un point A et un point B pour y arriver. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'avec les outils qu'on ait, avec les aides que vous pouvez avoir, avec les conseils que vous pouvez avoir, avec la lecture qu'on peut aussi vous apporter, eh bien, il n'y a pas de raison que la situation ne puisse pas évoluer favorablement pour vous, et qu'on puisse tous sortir grandis de cette période dont on sait qu'elle sera de toute façon très turbulente, et sans doute encore pendant quelques mois. Voilà. Merci Xavier. François? Moi, je suis moins légitime que toi en matière de rugby, mais je partage complètement le constat. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où les chefs d'entreprise sont calés sur leur business, sur leur stratégie, l'exécution se remet en cause. Enfin, tout ce qu'on a dit. Oui, il y a des contraintes, oui, il y a des menaces, il y a des incertitudes, c'est une évidence, mais ça marche. Et pour l'instant, je vois que les dossiers qui, entre guillemets, restent au bord de la route, pour lesquels on n'a pas trouvé de solution, moi je dis on, c'est bien sûr générique, c'est quand même une petite minorité. Je pense que vos chiffres ceux que vous publiez le confortent. Donc moi je suis foncièrement optimiste à partir du moment où tout simplement on a envie, on y croit, et on accepte on bénéficie de tout cet environnement quand même favorable. Merci. Donc effectivement, retour aux fondamentaux, ne pas rester seul. Je crois que ça rejoint complètement aussi la vocation du MEDEF, qui est là à la fois pour aider les entreprises, les chefs d'entreprise, faire remonter leurs préoccupations, mais aussi leur réussite, et en particulier sur ces sujets dans la commission stratégie et financement. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à revenir vers nous s'il y a d'autres questions. Je pense qu'aujourd'hui on a ouvert quelques sujets, je n'y reviens pas, autour de l'endettement, qui certainement donneront l'occasion, ou d'un mardi, ou peut-être d'une soirée spécifique pour voir comment les choses avancent. Donc merci à tous, merci à tous les 5 pour vos interventions, merci à ceux qui ont réagi, et puis encore un grand merci à ABAC de nous accueillir pour ces webinaires. Bonne journée.